Voilà, donc nouvelle présentation, nouvelle vidéo dédiée à l'analyse des volumes. Là aussi, encore une fois, il s'agit avant tout d'une introduction pour vous donner envie de vous intéresser à ce sujet. Alors, premier point, on va définir, comme d'habitude dans chaque vidéo de cette nature-là, vraiment le fondement. Finalement, le volume, qu'est-ce que c'est? Ça se définit comme le nombre de titres ou de contrats échangés littéralement sur le marché pendant une période précise, une période définie. On peut parler du volume horaire, on peut parler du volume hebdomadaire, mensuel, annuel, quotidien, peu importe. Les volumes sont donc par définition extrêmement liés aux investissements et essentiellement, je dirais même des investissements des grandes mains. Les grandes mains, je rappelle, sont les plus grands acteurs du marché qui dominent globalement le marché, à savoir les institutions financières, les hedge funds, les banques évidemment, les fonds de pension aux États-Unis, trop méconnus en France, puisque c'est surtout une logique américaine, enfin anglo-saxonne plutôt, mais effectivement les fonds de pension également peuvent être considérés comme des grandes mains sur le marché. Peut-être un peu plus sur le marché action, mais tout de même. Donc effectivement, les volumes sont liés essentiellement à ces investissements-là. La part de la spéculation, c'était notamment une référence dans une précédente vidéo. On considère que la spéculation, c'est à peu près 70 à 80% des échanges. Alors la spéculation, contrairement à ce que l'on pourrait penser intuitivement, c'est pas forcément une mauvaise chose. Il y a des aspects positifs à la spéculation, le fait de rendre liquide un marché, c'est-à-dire le fait qu'il y ait globalement toujours une part d'offre et une part de demande, que chaque offre trouve une demande, et l'inverse évidemment, réciproquement. Le fait que la spéculation peut également servir à faire de la couverture de risque, notamment pour protéger le portefeuille de certaines grandes banques. Voilà. Bon, sans tomber non plus dans l'utopie totale en disant que la spéculation est forcément une bonne chose. C'est pas ça, mais disons c'est trop manichéen de dire que la spéculation c'est forcément mauvais ou c'est forcément bon. Comme beaucoup de choses, même comme pratiquement tout, la vérité est un petit peu entre les deux, un peu au milieu. Le mariage toujours entre le volume et idéalement support-résistance, la légitimité totale. Pour qu'un support réellement soit considéré comme franchi, soit considéré comme cassé, c'est idem, même son de cloche pour une résistance ou pour un retracement de Fibonacci, idéalement il faut une accélération des volumes, c'est-à-dire un volume croissant au moment où je teste un support et une résistance, de sorte à ce que le marché, je rappelle que le marché toujours est psychologique, de sorte à ce que le marché nous dise non seulement je casse ce niveau, mais en plus je vous montre que je le fais avec une certaine certitude, je le fais de manière fiable, je suis certain de vouloir casser ce support, je suis certain de vouloir franchir cette zone d'accumulation du prix, parce que mes volumes sont croissants. Alors, ça c'est la conséquence. La cause, ça peut être un élément macroéconomique, une rumeur, toujours par rapport au côté autoprophétique, pourquoi pas un RSI qui passe en zone de surachat, etc., etc., etc. Ici, on ne s'intéresse pas à la nature de la cause, on s'intéresse vraiment au mariage entre volume et zone d'accumulation du prix, qu'il s'agisse d'un retracement de Fibonacci, d'un support, d'une résistance, peu importe, pourquoi pas d'un point pivot. Et par définition, si j'ai une accélération des volumes au moment d'un franchissement d'un support, d'une résistance, comme on le verra graphiquement dans quelques instants, eh bien, je démontre la légitimité de la rupture. Alors, on pourrait même l'étendre, et c'est ça que j'adore, même son de cloche avec le chartisme. Et notamment pour les figures de renversement de tendance. Alors, je dis le chartisme, et je parle ici, c'est vrai, surtout des figures de renversement, mais finalement, un trading range, c'est pareil. Si je sors mon trading range avec une véritable accélération des volumes, je peux l'associer à du chartisme. Si, pourquoi pas, en cas d'erreur sur une analyse technique, par exemple en cas d'une épaule, tête-épaule qui part très bien, qui est en train de se former, et hop, faux signal, elle se retourne complètement, l'épaule tête-épaule est complètement faussée parce que on a une accélération inverse à ce sur quoi on tablait initialement au niveau des volumes. Donc c'est vrai que le chartisme, lui aussi, est également très lié au volume. Alors finalement, on pourrait dire, oui, ça c'est logique, puisque support et résistance peuvent être considérés comme des éléments chartistes. C'est vrai, mais je tenais à le préciser parce que on associe souvent les volumes au support et résistance, très bien, mais pas toujours au chartisme. En tout cas, ce sont des points, je trouve, chez les opérateurs particuliers qui sont parfois trop méconnus. Alors, c'est bien beau, mais encore faut-il avoir accès au volume, et c'est tout le problème, la difficulté d'accès à l'information et à sa représentation graphique. Alors déjà, quand on parle de volume, il faut bien comprendre, pour revenir au point 1, qu'il faut parler de période. Il y a des indicateurs, il y a des oscillateurs qui se reposent sur le volume. Alors déjà, à la base, l'information n'est pas propre au volume mondial sur l'actif qui nous intéresse. C'est une information, comme on le verra, partielle et tronquée. Donc déjà, les représentations graphiques du volume qui existent sur le marché sont pas bonnes. Enfin, globalement, elles sont pas très bonnes. En plus, la représentation est très compliquée parce que de quelle période on parle? Est-ce qu'on parle
d'une période hebdomadaire, d'une période horaire. Finalement, est-ce que les volumes de la période hebdomadaire ne vont pas influencer la représentation que j'ai sous les yeux en M5? Enfin, c'est très compliqué de le représenter graphiquement, c'est un bazar sans fin pour rester poli. Et au-delà de ça, qui fournit la représentation du volume? Il n'y a aucune entité mondiale qui permet de centraliser tout ça. Il y a quelques solutions, pourquoi pas, mais globalement, l'accès à l'information des volumes est très 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 compliqué. Et il faut casser un peu ce mythe, c'est important. Voilà, c'est important, c'est tout. Il y a ce qu'on appelle, notamment pour revenir un peu sur cette difficulté d'accès à l'information, l'open interest, qui est très difficile à trouver, qui n'est pas accessible à tout le monde, et qui en fait constitue tout simplement les positions laissées ouvertes une fois la séance terminée. Une fois telle bourse clôturée, une fois que tel desk de trading est clôturé, voilà, par exemple 22 heures pour Wall Street, par rapport à notre fuseau horaire à nous. Alors c'est compliqué parce que finalement le volume, comment on peut le définir? Est-ce que par volume on entend juste les opérations qui sont ouvertes à l'instant T? Est-ce que dedans on n'inclurait pas aussi les opérations, les ordres en attente, qui malgré tout constituent quelque part un volume? C'est bien une poche graphiquement, une poche au-dessus de moi. Je sais que par exemple si un jour on atteint les 15 000 points sur le DAX, peut-être qu'il y a déjà des ordres différés sur ce niveau-là. Est-ce que ça fait pas partie du volume? Donc déjà, problème de définition, problème de représentation graphique, notamment à cause de la période, et problème en plus d'accès à l'information. On va prendre un exemple assez récent, notamment sur le DAX 30, là où vous voyez la ligne horizontale bleue. Ben effectivement, ça constitue globalement un support sur le DAX 30, sur l'indice allemand. Effectivement, non seulement on a cassé à l'époque la résistance, parce qu'on était en dessous, on le fait avec un lien très particulier des volumes qui me permet de faire une transition par rapport à ma vidéo sur les gaps. On le fait à l'occasion d'un gap. Donc là encore, on est renvoyé sur une notion très particulière de gap, ce que l'on pourrait considérer, selon chacun, on pourrait appeler un breakaway ou un runaway gap pour reprendre un peu la vidéo. Donc déjà, ici, on sait qu'on a eu un lien entre rupture de la résistance et volume. Si je veux prendre un autre exemple sur la même zone d'accumulation du prix, quand je venais d'au-dessus, c'était considéré comme un support. Visiblement, je n'ai pas eu assez de volume sur le marché pour vraiment accentuer la baisse. Je rappelle que je suis en unité de temps D1, donc quotidienne. Du moins, le support a été enfoncé pendant 3-4 jours, et puis tout de suite, hop, les volumes haussiers sur le marché ont tout de suite permis, mais alors très rapidement, d'exploser ce qui était alors une résistance, de se maintenir largement au-dessus, d'exploser même d'autres niveaux si on voulait être tout à fait précis, mais ça n'a pas toujours été le cas. C'est-à-dire qu'initialement on a eu du mal à casser ce support, on a réussi à le faire pas très longtemps, 4-5 séances consécutives, et finalement hop, les volumes ont permis de partir complètement en flèche. Là aussi, là où j'ai ma pastille, eh bien on voit très bien que les volumes, baissiers sur le marché notamment, n'ont pas permis de casser le support. Donc là, je n'avais aucune légitimité. Le marché me dit, en gros, non, c'est pas légitime de casser le support. J'ai pas assez de volume pour casser ce niveau-là. Par contre, quand je venais d'en dessous, quand c'était une résistance, le marché a dit, bah non seulement je l'ai cassé, mais en plus il y avait assez de volume, il y avait une vraie légitimité à casser cette résistance. On voit que ça a été un peu compliqué pendant quelques temps avant de repartir en trombe à la hausse au niveau d'une accélération, d'une vraie accélération des volumes haussiers, qui nous dit, bon ben voilà, là, les différentes résistances au-dessus, on les a cassées, on est rentré dedans comme dans du beurre, on les a explosés littéralement, il y a une vraie légitimité à ce moment-là à casser telle ou telle résistance. Voilà. Donc finalement, le mariage zone d'accumulation du prix et volume ne fait que traduire la légitimité du marché à aller en direction de tel ou tel niveau, de telle ou telle zone supplémentaire. Par exemple, je suis à 11 000 points sur le DAX. C'est par exemple une résistance qui pendant 2 semaines n'a pas cassé. C'est un exemple, hein, on ne cherchait pas graphiquement. Et, pendant 2 semaines, ce niveau n'a pas été cassé. Et hop, un moment, tac, je passe de 11 000 à 11 300. Là, le marché considère que c'est légitime de casser ce niveau. Encore une fois, c'est une conséquence, la cause étant à nouveau peut-être une rumeur, une publication d'entreprise allemande, un élément macroéconomique, peu importe. Voilà. Donc, ce mariage-là traduit la légitimité à aller en direction de tel ou tel niveau supérieur dans le cas d'une rupture d'une résistance ou inférieur dans le cas évidemment d'une rupture de support. Donc effectivement, on est sur un lien très compliqué d'accès, c'est-à-dire qu'on ne peut pas facilement accéder au volume. Rares sont ceux à avoir littéralement cette information entre les mains, mais c'est toujours bon de le rappeler. Et donc, je vous invite vraiment à vous méfier un petit peu de ces, je dirais, de ces représentations graphiques auxquelles on peut accéder à droite, à gauche. Voilà. Difficulté d'accès en conclusion au volume.
une représentation pratiquement impossible. Ce qu'il faudrait idéalement, c'est avoir une représentation sous la forme de poche des zones d'accumulation du prix. C'est très dur à faire, c'est quasiment impossible parce que toujours pareil, on aurait beaucoup de problèmes d'accès à l'information. Mais il faudrait littéralement qu'on puisse distinguer sur un graphique boursier pour avoir, de mon point de vue, et en tout cas ça n'engage que moi, mais une vraie représentation des volumes, c'est-à-dire non seulement des poches qui seraient distinguées sur le marché, nous disant voilà, il y a X contrats, il y a X millions d'euros en jeu au niveau des stop loss, des take profit, des ordres en attente d'exécution, si on atteint tel niveau au-dessus de nous, tel niveau en dessous de nous, et comme on a actuellement, pourquoi pas une représentation sous la forme d'oscillateur en bâtonnet, mais c'est vrai que c'est excessivement compliqué. Alors, finalement, est-ce que la solution ne serait pas tout simplement, en quelque sorte, une dérivée mathématique? Et là, je laisse la porte un petit peu ouverte, c'est-à-dire que plutôt que de s'intéresser forcément au volume, pourquoi ne pas s'intéresser justement à la volatilité, et je laisserai la porte ouverte notamment à l'ATR, qui pour moi est vraiment l'une des solutions, l'une des réponses que l'on pourrait apporter face à cette difficulté incroyable d'accéder au volume. Alors, petite particularité, c'est vrai que généralement les grandes banques, les immenses desks de trading comme Goldman Sachs, JP Morgan, etc. ont une certaine idée des volumes en jeu sur le marché. Voilà. Mais c'est une information qui est relativement impossible à trouver. Je dirais c'est un petit trésor gardé en quelque sorte. C'est un vieux rêve que tout le monde ait accès au volume réel à l'instant T, mais c'est excessivement compliqué. Voilà pour casser un petit peu ce mythe, cette légende. Voilà. C'est vrai que moi, la solution que j'aurais tendance à vous proposer, et notamment c'est ce qui est présenté au niveau de la capture d'écran, au niveau de en dessous du MACD, on retrouve l'oscillateur ATR, c'est de s'intéresser pourquoi pas à cette dérivée mathématique. Et juste pour revenir un petit peu sur mon exemple, au niveau de la rupture légitime sous la forme notamment d'un gap d'ouverture, puisqu'on est en D1, eh bien on remarque justement que ça se fait au moment où l'ATR nous présente un vrai niveau extrême, un petit peu de volatilité, très fort de volatilité. Voilà. L'ATR est fiable, les représentations de volume, attention, méfiez-vous de ces représentations-là comme de la peste. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo d'introduction vous aura plu et surtout qu'elle vous aura donné envie d'en apprendre plus sur l'appréciation des volumes boursiers. En attendant, n'hésitez pas à consulter nos autres vidéos de formation. Je vous remercie pour votre attention.